Voilà, bien, bonjour à toutes et tous. Merci à Alexandra de Janssen, à la communauté française, pour cette journée. Donc, je vais vous parler, quant à moi, du genre dans les pratiques enseignantes et des pistes pour décoder et prévenir les facteurs discriminants. Alors, un mot d'abord sur l'Université des femmes, pour que vous compreniez bien quelle est notre association. Donc, nous sommes une association qui a pour mission de faire de la recherche scientifique dans une optique de genre, une optique féministe. Nous sommes une association d'éducation permanente qui fait également de la formation dans divers secteurs, toujours évidemment en lien avec la question de l'égalité des hommes et des femmes. Et nous faisons aussi de l'édition, nous avons un pan d'édition puisque nous faisons des livres avec ce que nous produisons en termes de recherche. Et si je vous ai parlé du fait que nous faisons de la formation, c'est parce que c'est à partir de certains constats qui étaient formulés par les formatrices de l'Université des femmes, à partir de leur expérience, que nous avons décidé de répondre à l'appel d'offres qui avait été lancé par la communauté française, la direction de l'égalité des chances. Nous avions émis une hypothèse initiale que nous avons donc cherché à valider ou à réajuster. Alors, je vais donc là vous présenter l'étude qui a été menée par Magdalena Prévost. Donc, je ne suis pas Magdalena Prévost, comme vous voyez, mais donc je présente l'étude qui a été faite par quelqu'un d'autre et je trouve ça intéressant et utile de le repréciser par souci de justice. Alors, notre hypothèse initiale, elle est un peu raide, je le concède, mais il est nécessaire que je vous la dise telle qu'elle. Donc, l'hypothèse initiale était que, imprégné, alors, à l'Université des femmes, nous féminisons, donc nous rendons neutre l'orthographe, donc vous verrez que nous avons toujours un « et » qui est intégré entre guillemets souvent. Imprégné et convaincu d'un discours égalitaire et du projet qui l'accompagne pour l'école, les enseignants et enseignantes resteraient néanmoins très peu à même aujourd'hui de décoder et de prévenir les facteurs discriminants dans leur pratique enseignante, dans une perspective de genre, réitérant de la sorte les inégalités sexuées à l'école. C'est notre hypothèse initiale. Alors, donc, afin de mesurer sa pertinence, de la valider, nous avons évidemment mis en place un dispositif de recherche, à la fois qualitatif et quantitatif. Nous avons donc utilisé, pour la partie qualitative, la méthode d'analyse en groupe, qui a été formulée par, entre autres, les professeurs Van Kampenhout et Kivy, et nous avons mené 17 entretiens individuels semi-directifs. Alors, pour la partie quantitative, nous avons élaboré des questionnaires à partir de ceux utilisés pour une étude menée aux États-Unis en 1995 par Matt Ranking, qui s'intéressait à la conscience de genre au sein des programmes d'éducation à destination des professeurs. Nous avions 3 questionnaires, mais là, je vous montre seulement deux d'entre eux, parce que celui qui avait été envoyé en fait, aux directions des instituts, des associations et des établissements qui interviennent dans la formation initiale et continuée des enseignants, eh bien, nous avons eu 2 réponses. Donc forcément, il était non exploitable. Et donc, nous avons travaillé avec les 2 autres formulaires qui étaient rédigés à l'intention des formateurs et formatrices en exercice dans ces différents instituts, toutes disciplines et grades confondus, mais également aux étudiants et futurs enseignants des hautes écoles, et aussi à un panel d'enseignants en exercice, eux, pour le moment. Alors, quels sont les résultats que nous avons pu faire à partir de notre étude, donc à partir de notre hypothèse initiale? Alors, nous avons tout d'abord posé la question aux professeurs, la question suivante, qui était que vous évoque la thématique des inégalités filles-garçons à l'école. Alors, le constat central à ce stade, c'est celui d'une grande difficulté pour les enseignants et enseignantes à penser les inégalités sexuées. Évidemment, s'ils ont des difficultés à les penser, ils ont aussi des difficultés à les identifier en contexte scolaire pour pouvoir les résorber ensuite. Les enseignants et enseignantes en fait, convoquent de nombreuses explications afin d'interpréter les différentes attitudes des unes et des autres en classe, donc attitudes auxquelles ils et elles sont confrontés, mais aucune de ces explications n'intègre une analyse en termes de genre. Alors, si je dois continuer un peu plus loin, je me vois dans la nécessité de définir tout de même le mot genre. C'est un concept un peu barbare que souvent on a entendu, surtout si on est dans le milieu de l'éducation, mais qu'on a parfois du mal à maîtriser. Alors, l'idée, donc ça vient de gender en anglais, nous l'avons utilisé en tant que synonyme du rapport social de sexe. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là?
c'est que le genre est un système social. Quand je dis système, il a donc une dimension systémique, qui est dynamique, qui équivaut au processus collectif et variable, c'est-à-dire qu'il change suivant les sociétés et suivant les époques, un processus variable de définition, de transformation et de maintien des catégories hommes-femmes selon un principe d'asymétrie et de hiérarchie. Et ce que nous retenons vraiment, c'est le caractère hiérarchisant, c'est-à-dire les attributs et les prérogatives de la catégorie femme restent encore aujourd'hui, donc on l'a vu tout à l'heure, notamment matériellement et symboliquement infériorisés par rapport à ceux de la catégorie homme. En fait, intégrer le genre dans la pratique enseignante, ça signifierait que ceux-ci, donc les enseignants et enseignantes, puissent s'approprier des cadres de pensée et des méthodes nécessaires pour être capables de comprendre les effets de genre dans les interactions entre élèves, filles et garçons, et entre élèves et eux-mêmes, les mêmes enseignants, de saisir les différentiels de rapport au savoir que le genre contribue à créer, de se reconnaître en tant qu'enseignant ou enseignante comme prenant part à la reproduction de ces rapports sociaux inégalitaires, bien souvent de manière inconsciente d'ailleurs, et d'agir vers la transformation des rapports de genre tels qu'ils se réactualisent dans les processus et contextes d'apprentissage. Et donc, en fait, ce sont les attentes que l'on a comme enseignants et enseignantes, différenciées selon le sexe d'assignation des élèves, qu'il s'agit d'être en mesure de décrypter au regard du genre et de son impact. De même pour les renforcements positifs et négatifs et l'attention qui est portée aux élèves suivant qu'ils sont désignés filles ou garçons. Alors, nous ne sommes pas les premières, évidemment, à avoir investigué ce terrain, puisque des sociologues réputés, tels que Nicole Mosconi ou Marie Urbella, ont investigué déjà dans ce sens, et ont montré par exemple que le calcul de la répartition du temps de parole en classe fait l'objet d'une monopolisation de l'espace sonore par les élèves garçons. C'était Nicole Mosconi qui disait ça en 2003, donc une étude relativement récente, et que ces différentiels, donc là on a un petit exemple, mais ajouté à d'autres différentiels, créent ce qu'on appelle d'importants effets différés. Alors Marie Urbella a montré qu'en fait ces effets différés ont un poids conséquent sur l'acquisition de la confiance en soi et de l'acquisition en ses compétences. Pourtant, c'est une ressource nécessaire pour pouvoir se présenter dans les écoles les plus prestigieuses, passer des concours, des recrutements, mais aussi, avant ça, plus largement, pour s'orienter vers des filières réputées difficiles ou scientifiques. Comme on voit que c'est le cas pour les filles, on a vu tout à l'heure, Madame Gay a montré que les filles ne s'inscrivaient pas, en tout cas étaient minoritaires dans les filières scientifiques.